Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le 27 janvier 1945, il y a 80 ans, presque jour pour jour, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge. Alors que le 27 janvier est devenu journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste, journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, alors qu'on vit une période particulièrement troublée où l'extrême droite rencontre des succès partout dans le monde, quel travail de mémoire peut-on, doit-on encore faire aujourd'hui? Quel héritage transmettre de ces années noires aux générations futures? Ce sont les questions que l'on va se poser ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et j'ai le grand plaisir de recevoir en studio Pauline Safars-Blumenfeld. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née en octobre 1933 à Bruxelles, dans une famille juive originaire de Pologne. Vous êtes une enfant cachée. À 9 ans, en 1942, vous avez dû quitter vos parents pour vous cacher chez votre marraine de guerre, dans un petit patelin flamand. Vous y resterez 2 ans avant de retrouver vos parents. Vous nous raconterez donc votre histoire dans un instant. Alors, recueillir des témoignages des survivants de cette guerre, c'était votre travail pendant 4 ans. Pierre-Alain Gaissens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, photographe et vidéaste et vous êtes l'auteur de l'exposition Your Heritage à voir au Centre d'Action Laïque de Charleroi jusqu'au 21 février. Une exposition photo et vidéo qui pose la question de la transmission de la mémoire. Et enfin, Philippe Lux, vous êtes directeur du CAL Charleroi qui accueille donc cette exposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre-Alain Gaissens, j'ai envie de me tourner vers vous parce que le point de départ de ce projet, il a lieu le 27 janvier 2020. Vous regardez un hommage à la libération d'Auschwitz sur la RTBF. Ça vous marque, vous en faites un post Facebook et là, à votre grande surprise, vous recevez des réactions négatives de personnes qui se disent fatiguées, que l'on parle encore et toujours de l'Holocauste et ça vous choque. Expliquez-nous. Oui, exactement. Vous avez très bien résumé le début de la jeunesse du projet et ce qui m'a fait réagir. Donc de là, par rapport à mon parcours professionnel étant photographe et vidéaste, je me suis dit que je devais absolument, pour la mémoire, mettre mon talent, avec des gros guillemets, au service de la mémoire. J'ai contacté alors un ami qui s'appelle Michel Descamps, qui travaille pour Eno Mémoire, qui, lui, son métier est de justement transmettre toute cette histoire et tout notre passé. Et je l'ai contacté, je lui ai dit écoute Michel, j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore un témoin qui serait disponible pour moi pour pouvoir témoigner? Alors peut-être avant d'expliquer justement toute la démarche, quels étaient les types de commentaires que vous avez reçus et les choses qui ont fait que vous êtes dit là il y a un problème? Je vais le résumer parce que j'en ai eu plusieurs et si je dois mettre quelques mots, c'est ce que j'explique dans le livre, quelques mots sur ça, c'est Juifs, pyjama rayé, camp de concentration. Alors, il est certain que ça a été le cas, on a tous connaissance de l'histoire, mais que des gens de mon âge résument ça en quelques mots, ça m'a choqué. Mon grand-père a fait la guerre en tant que militaire, service secret belge à Bruxelles. Mes arrière-grands-parents également. Je me suis dit, mais en fait, on oublie notre passé. C'est encore une partie de notre histoire. Et cette histoire, elle nous appartient à tous. Quelle que soit la religion, la nationalité, c'était vraiment ce qui m'a vraiment choqué dans cette réaction en fait. Alors justement, avant de continuer à parler du processus, j'ai envie de me tourner vers vous, Pauline Safars-Blumenfeld. Vous qui avez vécu cette guerre en tant qu'enfant caché, quand vous entendez des gens dire « ça va, on en a déjà assez parlé de cette guerre, de l'Holocauste », qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Je n'arrive pas d'abord à le comprendre et deuxièmement à l'admettre. D'abord, c'est une histoire. Je pense qu'au niveau historique, c'est un élément qui n'a pas de précédent. J'espère qu'il n'y aura pas de copie dans la suite. C'est une chose qu'on ne peut pas oublier pour ne pas avoir à la recommencer. C'est un élément extrêmement intéressant et ce que je comprends mal, c'est que l'antisémitisme continue à être vivant. Et je dirais, je n'oserais pas employer un mot positif, dynamique, à savoir que ça ne s'arrête jamais. Je me souviens que dans les années 45, j'étais au lycée Émile Jacquemin.
c'est-à-dire pas très longtemps après la découverte des camps. Et là aussi, un dessin antisémite dans le modèle un peu du Stürmer. En 45-46, vous imaginez, même à ce moment-là, les gens osaient. Et aujourd'hui, on ose de plus en plus. L'antisémitisme est très à la mode. C'est dramatique. Alors, vous avez écrit un livre pour raconter votre histoire avec votre amie France Lemaître. Mais pendant tout un temps, vous n'avez pas tellement parlé de ce que vous avez vécu. Finalement, pourquoi, à un moment donné, vous n'en parliez pas et qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour vous d'en parler ? C'est extrêmement personnel. D'abord, je n'ai pas écrit le livre, c'est France Lemaître qui l'a écrit. Mais pendant tout un temps, j'ai considéré, parce que j'ai beaucoup écrit dans ma vie, dans les journaux et toutes sortes, j'ai considéré que ma situation était relativement meilleure que d'autres. Et par respect pour la souffrance de ceux qui ont vécu des choses atroces pendant cette période de guerre, je me suis dit, si moi j'écris un livre, ce sera, disons, un reportage. Et c'est à peu près ce qui est arrivé, en fait. Et donc, c'était vraiment, je ne voulais pas faire celle qui a bien passé le cap. Oui, presque une certaine gêne par rapport aux victimes, à ceux qui ne sont jamais revenus des camps, par exemple, alors que vous... mais vous êtes revenu, mais vous n'êtes pas allé dans les camps, vous étiez une enfant cachée, mais c'était difficile aussi. Vous avez vécu 2 ans sans vos parents, plus plusieurs années dans une crainte permanente. Effectivement, avec un faux nom, avec toutes sortes de petits messages, où mes parents me faisaient parvenir des messages, où mes parents s'arrangeaient pour me préparer le paiement de ma pension, parce que ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que j'étais chez des gens, même ma pension était payée. Et donc, quand j'ai voulu demander qu'il soit parmi les justes, parmi les nations, ça a été refusé parce que dès lors où il y a paiement, ça ne marche plus. Et donc, à ce titre-là, moi, j'ai été plutôt bien traitée, mais j'en connais tellement qui... en Belgique même, enfants cachés ont souffert énormément. Et j'étais un peu gênée de raconter une histoire qui finalement était pas si dramatique au niveau des faits. Ce qui était très dramatique, c'est la situation. D'être caché sous un faux nom, raconter des fariboles sur une famille qui est éventuellement... Toujours cette idée que mes parents pourraient être ramassés et que leur grande frayeur, à mes parents, c'était de laisser assez d'argent un peu partout pour que si jamais ils sont arrêtés, que moi, ma pension continue à être payée. Alors que je rappelle que vous n'aviez que 9-10 ans et donc on est aussi dans ce climat de... 11 ans, oui. Voilà, vous étiez encore très jeune. Et du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît essentiel de parler, de transmettre les choses ? Parce qu'il est grand temps. Il est grand temps. En ce qui me concerne, je suis quand même fort âgée, 91 ans, ça compte. Et les témoins disparaissent. Et déjà avant, alors d'autant plus après, quand il n'y aura plus quelqu'un pour dire « j'y étais, je l'ai vu, je le sais », on peut toujours dire tu racontes des histoires, c'est de la blague. Comme disait l'autre, on a gazé des poux. Ce sont des choses qui se sont dites. Quand les témoins auront disparu, ça se dira d'autant plus facilement. Pira Lagaissens, est-ce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi, que en fait il y a certains témoins que vous avez retrouvés, interrogés, qui avaient peut-être peu parlé dans leur vie, peu transmis les choses? En effet, on a pu parcourir, donc, comme j'étais accompagné de Michel et de Claude du WHI, on était vraiment sur un travail qui était important pour beaucoup, parce que, comme le disait Madame, on a rencontré des gens qui étaient gênés de leur histoire. Pas gênés de honte, mais gênés de ce qu'ils avaient vécu. Ça les troublait encore. Et ils n'en ont jamais fait part, même à leur propre famille. Et mon travail, grâce à Your Heritage, c'est de montrer qu'on a tous cet héritage et que chacun, comme ces 15 portraits
et 15 reportages sont le kaléidoscope, si on veut, de la guerre, et non de regarder ça à la loupe, comme on peut simplement focaliser et mettre le doigt dessus sur certaines choses. C'était vraiment que tout le monde se raccroche à un témoin par rapport aux peu de choses qu'ils ont eues comme information de leurs grands-parents. Et se faire une image de ce qu'ils ont pu traverser. Et des choses horribles, évidemment. Mais du coup, comment vous avez trouvé ces témoins? Comment vous les avez sélectionnés? Parce qu'il y a des témoignages qui viennent de toute la Belgique, de Bastogne à Anvers. Comment vous avez opéré pour les rencontrer? Un travail de fourmi. Grâce à ces deux organismes qui m'ont aidé dans cette recherche, on a vraiment brassé très large. Alors, malheureusement, on a dû refuser pas mal de reportages pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà l'histoire en question. Donc, je prends le cas de madame ici, les enfants cachés. Si on était contacté par une autre personne, mais malheureusement, on aurait dû décliner l'invitation pour la simple et bonne raison qu'on voulait vraiment avoir plein de situations différentes, justement pour éviter cet amalgame. Mais ce travail a vraiment été, si ça a pris 4 ans, c'est pas pour rien. Alors Philippe Lux, donc je le rappelle, vous êtes le directeur du CAL Charleroi qui accueille cette exposition Your Heritage. Comment s'est passée la rencontre avec Pierre-Alain Geyssens et surtout pourquoi le CAL Charleroi estime que c'est son rôle d'accueillir ce genre d'exposition et de mettre en avant ce travail? Alors chez nous, il y a toute une réflexion de fond qui se mène déjà depuis de nombreuses années autour des phénomènes de radicalité au sens large. Donc vraiment, on parle de toute forme de radicalité. Et donc il y a tout un travail qui est mené au quotidien et on essaye de prendre de la distance un petit peu par rapport à ce qui peut être relayé dans les traitements médiatiques sur ces questions, où on a eu le sentiment qu'on est souvent fort dans l'immédiateté, dans un traitement qui est purement émotionnel. Et on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer en prenant de la distance, en essayant de prendre notre temps pour réfléchir, pour analyser les choses en profondeur et amener de la rationalité, là où parfois ça en manque un petit peu dans le monde contemporain. Et donc tout ce travail est mené depuis des années, et dans ce cadre-là, depuis maintenant quelques années aussi, on a commencé à mener toute une réflexion autour du devoir de mémoire, avec, initialement, on avait accueilli une exposition autour de la bande dessinée des enfants de la Résistance. Et donc notre envie, c'était de montrer aussi que même dans des situations compliquées, comme une période de guerre, c'est quand même pas rien, il y a la possibilité encore pour des citoyens de pouvoir se dresser contre une oppression en place et de montrer qu'il est possible de résister et que même quand tout va mal, il y a encore possibilité de faire des choses. Et donc c'était vraiment la dynamique qui était la nôtre. Et dans ce cadre-là, la rencontre s'est faite avec Et nos mémoires et Michel Descamps, et ça nous a conduit à rencontrer Pierre-Alain avec ce projet d'exposition ici, et qui venait vraiment dans un juste prolongement de ce qui était déjà initié. Et pour nous, c'était vraiment l'occasion de pouvoir encore une fois parler de cette situation. Et je pense que les parallèles avec la situation qu'on vit actuellement, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus effrayant aussi, et d'autant plus important du coup de pouvoir en parler et de montrer une fois de plus tous ces témoignages qui montrent que même pendant une occupation, pendant une période de guerre mondiale, il y a des gens qui ont su aussi se rassembler, se fédérer, résister et refuser cette oppression. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de pouvoir diffuser comme information à travers nos animations aussi. C'est de voir, aujourd'hui, on a parfois ce sentiment comme ça que c'est une chape de plomb qui nous tombe dessus parce que l'actualité, elle est assez flippante. Et c'est pas l'investiture d'avant-hier qui va nous dédire. Mais voilà, même dans ces cas-là, on peut encore agir. Oui, on peut encore agir, il y a encore une lueur d'espoir. Et vous l'avez dit, ce travail de mémoire, il est essentiel, mais il est particulièrement compliqué aujourd'hui. Là, je lisais une interview, par exemple, d'associations qui travaillent sur le devoir de mémoire, qui disaient que leurs animations, en fait, il y avait eu de moins en moins d'inscrits l'année passée, suite au conflit israélo-palestinien, par exemple, et qu'il y a une espèce d'amalgame et de mélange de choses. J'imagine que du coup, travailler sur le devoir de mémoire aujourd'hui, est-ce que c'est particulièrement compliqué? Est-ce que, par exemple, au CAL Charleroi, là, il y a des visites d'école? Est-ce que tout se fait est-ce que vous arrivez à faire les choses sereinement? C'est pas simple, en fait, effectivement. Et je crois que c'est d'autant plus compliqué que on vit une époque où il y a peu de place qui est laissée à la nuance. Et donc, dans nos animations, c'est des choses auxquelles on est confronté très souvent aussi. Et effectivement, une espèce de forme de radicalité décomplexée, en fait, sur tous les sujets. Et ça rend ce travail de devoir de mémoire et d'autres compliqué. Et ça ne fonctionne bien, on le remarque, que quand on a des profs
qui font un travail de fond avec leurs élèves en amont, qui travaillent les sujets en profondeur. Et c'est vrai qu'ici, on a la chance sur cette exposition aussi de collaborer avec 2 écoles, avec l'IET Notre-Dame de la région de Charleroi et l'Athénée Royal Vauban et sa section Histoire, qui ont fait tout un travail. Ils ont proposé des panneaux qui viennent compléter l'exposition de Pierre-Alain aussi. Et donc, quand il y a un vrai travail qui est mené, mais sur la durée, une nouvelle fois, c'est là où on voit que les choses peuvent se faire, c'est qu'il faut prendre le temps. C'est des sujets qui sont trop complexes que pour être traités dans l'immédiateté et dans l'émotion. Oui, j'imagine, et alors là je m'adresse à vous deux, que aussi passer par le témoignage, justement la parole, parce que vous par exemple, il y a une exposition photo, mais il y a aussi des témoignages vidéo, et vous avez rencontré des gens avec qui vous racontez votre histoire, passer par la parole, par le témoignage du vécu, c'est essentiel aussi pour faire évoluer la pensée, faire évoluer, faire tomber des stéréotypes peut-être parfois aussi. Il y a un élément qu'il faut tout de même prendre en considération, à savoir ces événements-là ont eu lieu, quels que soient les événements qui ont lieu aujourd'hui. Comment peut-on nier ce qui s'est passé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Ça n'a aucun sens. Passer par le témoignage, ça vous paraît... j'imagine que ça vous paraît une bonne option, puisque c'est celle que vous avez prise, Pierre-Alain Gaëssens. Alors, oui, parce que je le dis tout le temps, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je le dis. Ces 15 témoignages, c'est à chaque fois entre 3 et 5 minutes que vous pouvez voir pendant l'exposition. Mais il y a à chaque fois 2h30 de reportage sur place avec la personne qui se livre, où justement... vous avez vraiment l'impression, je vais parler avec des termes anciens, mais de prendre une VHS, de la glisser dans le magnétoscope, d'appuyer sur play, et l'histoire se déroule. Sur ces 15 histoires, j'ai pleuré 15 fois. Et je pleure encore. Parce que le devoir de mémoire que je fais, oui, ça a du sens, mais d'avoir ces gens face à vous et de livrer leur partie d'histoire tout au long de l'exposition qui dure 90 minutes en vidéo au total, vous ne ressortez pas là sans émotion et sans réflexion. Et c'est ce qu'il faut. Donner aux jeunes la possibilité d'avoir cette réflexion et de se dire qu'est-ce que je vais changer dans ma vie ou qu'est-ce que je vais changer dans mes comportements pour que l'histoire d'hier ne se répète plus aujourd'hui. Ça vous fait peur, ça, Pauline Safars-Blumenfeld ? Ça vous fait peur que ça ne se reproduise, justement ? Dans la communauté juive, aujourd'hui, la peur règne, effectivement. Non seulement elle règne parce qu'on craint des actes, mais il y a une espèce d'autodéfense. Je ne veux pas dire qu'on rase les murs, mais c'est presque ça. On se sent revenir à une situation ancienne et on se dit, ça va s'arrêter où, quand, comment et que faire ? Les choses n'ont pas l'air de s'arranger du tout. Plus le temps passe et plus les sentiments antisémites se manifestent ouvertement, sans préjugés, sans difficulté. C'est normal. Et je ne comprends pas... c'est très difficile à se dire que ça n'a servi à rien, que cet exemple ne sert à rien et que tout est toujours possible, tout peut recommencer. Et ça, c'est la grande peur. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, Pierre-Alain Gaëssens, dans les témoignages ? Vous l'avez dit, vous avez pleuré beaucoup. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des histoires, des points particuliers qui vous ont marqué plus que d'autres dans ce qui vous a été raconté et dans ce qui est transmis dans l'exposition ? Pour chacun. Je ne saurais les citer aujourd'hui, mais une chose est très importante, et je pense que c'est l'essence même de cette émission aujourd'hui. Tous ont communiqué pour la jeunesse le fait de faire attention aux extrêmes, quels qu'ils soient, gauche, droite, parce que c'est appelé justement à recommencer l'histoire. Et ça, tous ont voulu vraiment témoigner. Je ne les ai pas mis pour tous parce que sinon c'était trop redondant si tout le monde finissait ses témoignages comme ça, mais je prends même Isaac Curtis, que j'ai interviewé, qui est un militaire américain qui a fait le débarquement à Utah Beach en Normandie. Il ne faut pas que ça recommence. Ça ne peut plus se reproduire. Alors, on parle de quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan et qui est venu ici pour combattre. Même lui le dit. Donc,
Si j'ai un mot à dire par rapport à ça, c'est ce que tous ont dit, et c'est ça qui nous a vraiment marqué tous les trois dans ce travail, c'est de faire attention au vote, tout simplement. C'est bête, parce qu'on est là, on écoute leur histoire, leur récit, mais c'est ça qu'ils veulent communiquer. Dans les témoins qui témoignent dans l'exposition, il y a Alberto qui a été à Auschwitz, et c'est sa fille, je pense, a visité l'expo, et elle disait, mais en tout cas, voilà, mon père, moi, ce que je retiens de lui, c'est une certaine joie de vivre. Et quand j'ai lu votre livre, Pauline Safars, Blumenfeld, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. C'est une espèce de joie de vivre, être joyeux pourquoi ? Pour oublier l'horreur, pour surmonter l'horreur, j'ai l'impression que la joie de vivre a été quelque chose qui est un fil rouge de toute votre vie. C'est effectivement un fil rouge et je le cultive avec énormément d'adresses. Je pense que mon mari disait que nous sommes tous des rescapés. Et donc la vie que nous avons, nous devons vraiment en faire quelque chose d'important, de juste, de bon, de fraternel, d'agréable, de vivable. Et peut-être que ce sentiment d'être passé vraiment par le trou de l'aiguille fait qu'on apprécie d'autant plus la vie. Et j'ai vécu ça après la guerre, mais d'une façon... J'étais très jeune, j'avais 11 ans, 12 ans. D'une façon plutôt automatique, il fallait s'affirmer. On est là. Ne croyez pas que nous sommes là. 1 sur 2 était mort. Il faut bien se rappeler qu'en Belgique, 1 juif sur 2 est mort pendant la guerre. C'est une proportion... Oui, quand vous êtes rentré dans votre école, vos copains de classe, la majorité avait disparu. La moitié de la classe manquait. La moitié de la classe. Du côté d'Anderlecht, où j'ai toujours vécu, et où je vis toujours d'ailleurs, il y avait une forte proportion d'élèves juifs. Et quand on est rentré, la classe était totalement différente. Et celle qui restait, moi j'ai repris ma place là où je l'ai laissée, c'est-à-dire j'ai sauté la 4e et la 5e, mais d'autres élèves étaient plus âgés et n'ont pas pu faire ça, ont dû faire rattraper le temps perdu. Il y avait un espèce d'amalgame il fallait s'y faire. Autrement, après cela, il y a eu la libération des camps, l'arrivée des rescapés, des rares rescapés, et nous qui étions là dans une sidération totale, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça a été une période extrêmement compliquée, parce qu'on n'osait même pratiquement pas en parler. On avait peur, de faire de la peine, et ceux qui en revenaient se disaient, on ne me croit pas, on ne s'intéresse pas à moi. C'était une période extrêmement difficile, qu'il a fallu faire passer. Moi, j'étais trop jeune encore pour vraiment le vivre, mais à la réflexion qui est venue après, je me suis rendu compte après que les rescapés ont eu un mal de dingue quand ils sont rentrés. C'était pas fini. Ils portaient encore leur poids sur eux. Et quand je vois qu'aujourd'hui l'antisémitisme fleurit, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur là. Ce qu'il faut surtout essayer d'éviter, c'est l'extrémisme, quel qu'il soit. Droite, gauche. Les extrêmes mentent. Ils mentent pour agrémenter leurs théories, pour faire passer leurs idées. Essayons de rester dans la vérité, au centre. Et alors, Philippe Lux, j'ai envie de vous faire réagir sur la citation que vous avez choisie pour votre carte de vœux cette année au Cal Charleroi. Vous avez mis « Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude ». Alors, c'est une citation qui n'est pas nouvelle. Je pense qu'elle date des années 30, il me semble. Mais c'est une citation qui a vraiment encore tout son sens et sur laquelle on doit encore réfléchir aujourd'hui. Mais oui, c'est ce constat finalement que... Quand on n'a pas connu ces épreuves et cette adversité, je pense qu'on peut très vite oublier la chance que l'on a de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer actuellement aussi. C'est qu'on a l'impression que c'est acquis, en fait. On a l'impression que c'est acquis et qu'il ne faut plus se battre pour garder tout ça. Et c'est des choses auxquelles on a souvent été confrontés dans nos animations aussi. Des gens qui nous disent « mais oui, mais
c'est bon, on connaît la Seconde Guerre mondiale, on en parle depuis le début de notre scolarité, on sait, mais n'empêche qu'on voit partout en Europe les gens qui votent à l'extrême droite quand même. Donc on sait, mais apparemment on ne sait pas si bien que ça. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en avant avec cette citation, quoi. C'est l'importance en tout cas de se dire, c'est pas parce qu'on a l'impression que tout va bien et que c'est acquis qu'il ne faut pas se battre pour garder tout ça, parce qu'il y a des choses qui se profilent et contre lesquelles il faut se battre. Et si on s'endort et qu'on regarde ça arriver comme ça, en mode pantouflard, sans trop... c'est un peu la chronique de l'avènement annoncé de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir arriver, en fait. Mmh. Est-ce que, Pierre Lagaessens, votre exposition et votre message est peut-être de dire aussi aux jeunes, aux moins jeunes, interrogez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, faites-les parler, transmettez les choses. Susciter l'intérêt, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai été cette semaine pour voir une guidance que le CAL organise par rapport à mon expo. Je voulais un peu voir comment c'était mis en place et je suis très agréablement surpris parce qu'ils arrivent vraiment à mettre les jeunes en confiance parce que bon, on parle d'adolescents bien souvent qui sont là un peu introvertis pour parler devant tout le monde. Là, c'était des groupes de 30. C'était vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment eu un échange. Leur équipe arrive vraiment à sortir des mots des élèves, à avoir une communication et autres. Et ça veut dire que le message, quand ils sortent de l'exposition, j'ai eu un débriefing de l'institutrice et qui me dit ils sont en manque, ils n'ont pas tout vu et ils veulent revenir, seuls même. Alors qu'on parle d'un sujet quand même un peu délicat, qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Et donc voilà, on a réussi, le CAL et Your Heritage, à créer quelque chose, à donner l'étincelle à certains, d'avoir de l'intérêt sur le sujet. Et ça, c'est important. Ils sont sortis de là et les 10 minutes de trajet que l'école a eu en bus, il y a eu vraiment des échanges super positifs. Les profs étaient très, très contents et ils sont sortis aussi avec beaucoup d'émotions. Alors qu'on pourrait dire, oui, ils ne sont pas touchés par les personnes âgées qui parlent dans ces écrans, mais au fait, comme les personnes interviewées sont interviewées de façon à ce que vous soyez face à l'histoire, ça match. Mmh. Et Pauline Saffers-Blumenfeld, peut-être un dernier mot sur l'importance pour vous de transmettre encore et toujours. Vous le ferez jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Jusqu'au bout. Je vais effectivement essayer. Je n'ai pas commencé, il y a pas très longtemps que je m'en occupe et depuis lors, je suis passionnée par le sujet et je suis vraiment très heureuse d'entendre ces messieurs parler. Je ne connaissais pas votre initiative là. Je pense que le principal point, si l'on veut que ça ne se reproduise pas, c'est communiquer, informer, donner les éléments comme ils ont été en réalité, pas enjoliver. Il faut parler et il faut trouver le mot juste. Est-ce que je peux terminer par une anecdote ? Oui, allez-y. Qui n'a rien à voir, mais que j'aime. Dans les temps anciens, il m'arrivait d'organiser des petites conférences et j'avais invité un rescapé qui nous raconte, qui avait écrit un livre, et il s'agissait de la marche de la mort. Lorsque les Russes approchaient des camps d'Auschwitz, les Allemands ont vidé le camp des personnes valides pour les envoyer en Allemagne, là où il y avait besoin, il manquait de bras dans les usines allemandes. Et donc, ils envoyaient les prisonniers valides. Et ces prisonniers marchaient des jours et parfois plusieurs jours avant d'arriver à une gare, à un train. Et c'était ce qu'ils appelaient donc la marche de la mort. S'il y avait le moindre souci, réclamation, c'était une balle dans la tête. Et d'ailleurs, il y a eu des milliers de victimes. Et ce monsieur qui a écrit le livre raconte l'histoire suivante. À un moment donné, il marche, et puis il se dit de lui-même, j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête, je me laisse aller, une balle dans la tête, de toute façon. À ce moment-là, son voisin, qui ne le connaissait pas, lui dit « Tu sais quoi ? J'arrête, j'en ai marre, j'ai fini, ça ne sert à rien, une balle dans la tête et ça se termine. » Alors le premier lui dit « Ah mais non,
ne fais pas ça, on va arriver, on est bientôt près de la gare, tiens bon, etc. Et finalement, ils sont arrivés tous les deux. Et ils ont rescapé tous les deux. Et l'importance pour la communication, ce premier qui nous racontait l'histoire a su trouver les mots pour un autre qu'il n'avait pas trouvé pour lui-même. Mmh. Et la solidarité, la communication, la chaleur de la fraternité, c'est essentiel. J'espère, messieurs, que votre exposition aura un grand succès. Je vous le souhaite et je trouve que vous faites une œuvre utile, essentielle, importante. Et vous aussi, Pauline Saffers-Blumenfeld, en racontant votre histoire. Et d'ailleurs, ce livre, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à aussi lire votre livre qui a été écrit par France Lemaître et qui est disponible sur Internet. On tape votre nom, on le trouve. Et évidemment, encourager nos auditeurs à aller voir l'exposition Your Heritage, donc au Centre d'Action Laïque de Charleroi. C'est jusqu'au 21 février. C'est juste ? C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.